Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième podcast du Forum 24 secondes. Aujourd'hui, comme d'habitude, enfin comme les deux présents, je suis entouré de mes trois acolytes Doc, Pop et Réa. Salut les gars. Salut. Salut. Alors Non, non, laissez-le. Abdelrahman Gaffi. aujourd'hui, on va aborder un sujet qui a fait un peu débat récemment, puisque avec la période des buyouts qui vient de se finir, on a vu Blake Griffin et la Marcus Aldridge signer aux Nets et Andre Drummond signer aux Lakers. Alors avant de commencer, je vais juste rappeler qu'est-ce qu'un buyout au cas où certains ne sont pas très familiers avec vraiment le concept. Donc le buyout, c'est juste le principe du joueur et son agent et la franchise qui se réunissent autour d'une table pour trouver un arrangement financier qui permet au joueur en fait de sortir de son contrat actuel. Donc le joueur il laisse une partie de son salaire sur la table et dans la foulée il passe à ce qu'on appelle au waivers. Donc quand il est au waivers pendant 48 heures, pendant ces 48 heures n'importe quelle équipe peut se positionner sur le joueur si elle est en capacité d'absorber totalement son salaire. Donc pour les joueurs comme Griffin, Aldridge, Drummond qui gagnaient dans les 20 millions, 30 millions, bien évidemment personne ne s'est positionné. Je ne sais même pas si une équipe pouvait se positionner à vrai dire. Et donc après 48 heures, le joueur est libre de signer où il veut. Voilà, c'est grosso merdo ce qu'est le buyout. Les petits marchés, il y a quelques jours, il est sorti qu'ils souhaitaient remodeler le système du buyout en 2022-2023 quand le CBA sera renégociable. Parce que le gros problème, c'était il y avait deux gros problèmes. Que les agents de joueurs ont un poids trop important dans le processus, parce qu'ils peuvent décourager en fait tout simplement des franchises à trader pour un joueur ou alors à signer un contrat l'été à cause des perspectives de buyout. Et l'équité des franchises sera un peu remis en cause parce que, comme toujours, petit marché, gros marché. Voilà, hein, Griffin, Aldridge, c'est les Nets, c'est New York. Et Drummond, c'est les Lakers, quoi. Aldridge d'ailleurs par exemple qui était super mentionné au Heat, hein, je pense que tout le monde pensait qu'il allait signer au Heat et finalement il est parti au Nets qui est le marché new-yorkais. Il y a plusieurs solutions qui ont été avancées comme par exemple mettre la deadline du buyout avant celle de la trade deadline, ce qui pourrait forcer la main, qui pourrait forcer des trades plus que des buyouts et par exemple organiser des systèmes d'enchères à l'aveugle sur les joueurs, donner des seconds tours de compensation aux franchises. Voilà, il y a des solutions qui sont avancées. Et bah vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le marché du buyout doit-il changer? Ria, je vais te laisser la parole en premier. Pour moi c'est pas que le marché du buyout, c'est plus global, hein. Dans le sens où tant que ton cap te permet de faire ce que tu veux en payant juste plus cher parce que tu as la luxury tax, il n'y a jamais rien quel que soit le truc que tu fasses, un Aldridge, un Griffin voudront toujours jouer pour l'équipe qui monte et qui peut leur proposer un petit contrat vu que de toute manière eux ils ont encaissé le fric quand même. Donc oui, pour moi il faut le changer, mais il faut revoir le cap. Par exemple en mettant un hard cap. Ok, ok. Ouais, ouais. Le hardcap, c'est pas trop. Ça va pas trop l'air d'être la mentalité en NBA. Je sais pas si c'est le genre de truc qui pourrait quand même se voir à terme. Ah, après, je ne dis pas que ce sera la solution prônée. Alors après, c'est vrai que dans ce que tu disais, le fait d'avancer la deadline pour les buyouts pourrait justement éviter l'effet du non, mais de toute façon, ça sert à rien de trader parce que nous, on veut un buyout, donc on fera tout pour empêcher le trade. Ça, oui, ça limiterait un petit peu ça, mais c'est pas ça qui empêchera, comme je te dis, des Griffins, des Aldridge de Hmm. dire oh ben non, je chez les Nets, ils ont plus de chances de gagner, en plus c'est un gros marché, donc je fais plus de fric. Alors que justement, si on était capé à un certain niveau, je sais pas, 120, 130, 140% du cap actuel, il y a plus de place dans le cap, tu peux pas venir. Et c'est donc fatalement, là, par exemple, tu vois, j'ai le cap sous le nez, peut-être que c'est les Bucks qui ont récupéré Aldridge ou le 8, puisqu'on en parlait beaucoup pour Aldridge. Donc ça rééquilibrera un petit peu. Pop, un avis? Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Je pense que ce qui serait une bonne idée, c'est de faire en sorte que l'apron, donc le hard cap qui est obligatoire pour les équipes qui réalisent un sign and trade, il soit obligatoire pour toutes les équipes. Je crois que cette année il est de l'ordre de 136 millions.
Donc c'est déjà une grosse marge par rapport au salary cap. Et ça mettrait sur un pied d'égalité les équipes sur un salary cap qui se veut finalement égalitaire, quoi. Donc je pense que dans l'idée, c'est quelque chose de bien à ajouter. Sachant que si je peux me permettre d'ajouter, là tu parlais de 136 millions, bah, typiquement cette année ça foutrait dans la merde les Warriors, les Nets, les Sixers, les Clippers et les Lakers. Enfin, un paquet Ensuite d'équipes. toutes les franchises sont en dessous. C'est un paquet Enfin, si d'équipes. c'est bien 136 millions. Ouais, j'ai plus la pro ni la combien en tête en vrai. J'avoue, Doc. Moi, pour ma part, je suis globalement contre, hein. Tout simplement parce que c'est parler d'égalité en fait dans le sport. Je vois pas ce que l'égalité vient faire, hein. C'est la compétitivité qui rentre en prime abord. Donc je vois pas pourquoi on viendrait parler d'égalité là-dessus. C'est là Réa a cité les franchises qui étaient au-dessus de ces 136 millions. Étrangement, c'est des équipes qui visent, sauf les Warriors cas particulier à cause des blessures, c'est que des équipes compétitives. Donc après, si on peut dire tout le monde doit être à 150 millions max, enfin n'importe quoi, mais ce qui va se passer, c'est que les superstars vont prendre moins, et donc on va à l'encontre des barrières au final. Soit on remodèle complètement le système, et puis donc tu vas avoir des gars qui prennent, on va avoir du style le Heat 2010, avec les superstars qui prennent moins que le contrat max, ou bien tu veux un système avec les stars qui prennent le contrat max, et puis à ce moment-là, tu auras forcément des hauts frais si tu as une grosse équipe. Ouais, mais justement, ça reverrait peut-être pas forcément pour les stars. Les stars sont toujours payés au max, je pense. Mais ça reverrait peut-être les contrats qui sont balancés sur des joueurs All-Star, mais pas plus. Je vais prendre l'exemple de Tobias Harris, Philadelphie, avec un cap un peu plus restrictif. Bah, peut-être qu'on lui donne pas 33 millions cette année. Il est peut-être à 20 millions, ce qu'il mérite. Il mérite plus qu'une Noble, mais est-ce qu'il mérite vraiment 33 millions? Je suis pas sûr. Pour moi, les contrats max, ça devrait être vraiment pour les joueurs qui méritent un contrat max. Les Curry, les Westbrook. Enfin, Westbrook, c'est Voilà. mais Sad. Curry, Paul, Harden, Durant. Westbrook, au moment où il signe son contrat, il le mérite. Mais Sauf que tu te projettes en fait, ça dépend de plusieurs facteurs. C'est pourquoi est-ce qu'un Tobias Harris peut prendre un max aux Sixers? C'est tout simplement parce que tes deux stars sont encore dans la tranche c'est 25% du cap, ouais, 25-35. Ouais. Donc ils sont encore dans la tranche 25%. Donc avoir un Tobias Harris que tu vas surpayer de 5-10%, allez, tu peux te le permettre. Si c'est ça, ou plutôt, du coup, tu vas avoir à côté, donc c'est le même été, c'est à Jimmy Butler qui prend aussi cher d'ailleurs, voire même un peu plus cher, pour se barrer. Est-ce que tu peux te permettre, alors que tu veux construire un truc compétitif, de dire à ton gars, écoute, dans notre équipe, t'es pas forcément notre max player, donc on va pas te mettre le max. Alors qu'on sait qu'à côté, pour un exemple au hasard, une équipe comme Charlotte, et s'ils ont le cap, ils te mettent le max sur Tobias Harris, il n'y a pas de souci. Et puis un Tobias Harris Charlotte, il serait pas mal dans les options. Même déjà cette saison, c'est en option offensive pour finir les matchs, c'est pour lui ou pour Embiid en fait. non, je dis pas, mais après, ça éviterait peut-être aussi, par extension, ça éviterait peut-être le fait on va reprendre les Clippers, les Nets, de stacker tout un tas de talents. Ça répartirait peut-être un petit peu mieux. Après, une autre donc, idée pour sur empêcher ça, Vas-y, Pop. ok. Une autre idée pour empêcher ça, c'est de faire en sorte que les buyouts qui touchaient un très gros contrat, par exemple Draymond, Aldridge, ils soient obligés d'être signés avec un pourcentage de leur ancien contrat pour pas qu'ils soient signés au minimum, comme là c'est le cas. Genre, par exemple, on peut dire au moins 50% de leur ancien contrat doit être assumé par l'équipe. Et là, c'est tout de suite plus compliqué, à mon sens, si tu dois sortir 15 millions pour récupérer Aldridge ou Draymond. Oui, ça peut être une bonne idée, ça, en effet. C'est vrai, mais tu pourrais te retrouver avec un salaire au-dessus du max, mais à la rigueur, puisque le buyout, le but pour la franchise et le joueur, c'est de libérer du contrat, pour le joueur, c'est de se libérer de son contrat, et pour la franchise, c'est de payer moins. Donc c'est à ce moment-là, tu peux dire l'argent qu'il laisse sur la table, ça devient obligatoire pour la team qui le récupère de le payer. Comme ça, entre guillemets, c'est le gars reste à son salaire. Donc je sais plus combien il a laissé Griffin. 13 millions. 13 millions, voilà. Donc là, c'est les Nets qui le prennent. Si tu veux le prendre, faut lâcher 13 millions. C'est sur 2 ans en plus, les 13 millions. C'est sur 2 ans, ouais. Ouais, donc voilà, tu dois lui lâcher 13 millions sur 2 ans. Ça, je pourrais l'entendre. C'est tu restes sur son contrat initial et puis la franchise qu'il a libérée, en fait, fait ses économies. Et ensuite, l'empêcher de rejoindre une équipe, puisqu'en fait, c'est pas un gros marché tant qu'il rejoigne à chaque fois. C'est une équipe compétitive. Et j'en ai parlé sur le forum, c'est Melo, il rejoint Portland. C'est pas le plus gros marché de la NBA.
Et d'ailleurs, c'est une des équipes qui fait partie des équipes qui est au-dessus du cap depuis des années. Ça gêne personne. On sait qu'ils sont compétitifs, donc tout le monde est d'accord avec ça. Ouais, mais alors attention, je vais te répondre comme je t'ai répondu sur le forum. Melo, c'est un cas qui a rien à voir. Melo, quand il signe à Portland, tout le monde est là, what the fuck, ce mec est fini, il fera plus jamais rien en NBA, il est à peine bon pour la Chine. Bah, Ils Griffin, l'ont Exactement vraiment comme fait. Griffin, en fait. Hein. C'est Griffin, ça y est, il a fait 2 bons matchs. Tout le monde vient dire c'est abusé, mais c'est exactement comme pour Griffin. Griffin jouait Ouais, quand mais même. Hein. Griffin, on pensait qu'il était cramé, pas qu'il n'est pas resté un an en dehors de la NBA. Puis Griffin, parlons-en. Le mec qui avant c'est qu'un déambulateur aux Pistons, ça y est, dès qu'il a signé honnête, c'est bon, il galope comme un lapin. Faut nuancer ça quand même. Hein. Il dunk, Bah, mais ouais, il dunk comme déjà, moi. faut le Hein. nuancer. Et puis, le sport de haut niveau, c'est du mental aussi, principalement. Ouais, mais de là à dire qu'il a tout fait pour provoquer son buyout, et si c'est le cas, moi ça me dérange. je pense pas. À chaque fois, il a l'air très pro. Il a l'air très pro quand même, je trouve, Griffin. À chaque Tu veux dire comme quand il avait mis un pain, je sais plus qui, du staff aux Clippers? Ah, ouais, Parce que ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose après. ah non, mais C'est autre chose. ça me donne pas envie de croire que le mec est pro, tu vois. Je sais pas. Je suis un peu partagé. Je pense que ça reste une grosse histoire pour pas grand chose parce que. Je sais pas le souvenir d'avoir vu des buyouts qui avaient changé la face d'une franchise. De toute façon, c'est du 9ème, du 8ème, du 10ème homme. C'est rarement au-dessus. C'est parce que là, c'est des gros noms en fait. C'est pour ça. C'est parce que là, c'est des gros noms. C'est Aldridge, c'est Griffin, c'est Drummond. Je sais pas. J'avoue que. Ouais, mais enfin, Drummond, je m'en fous. Bon, tout ce qu'il apporte, c'est un trou noir en défense Et Ah, pourtant, c'est le et pire. Hein. en attaque. Aldridge, ok, il y a ses grandes années, mais Aldridge, il a encore apporté. Alors, est-ce qu'il apportera aux Nets par rapport à leur style de jeu? Est-ce que c'est celui qui fit le mieux? Je ne sais pas, mais je pense pas. il aurait apporté vraiment quelque chose au 8, par exemple. Ah bah, il apporte une certaine gravité déjà. Dès qu'il touche la balle au poste, t'es plus ou moins obligé de venir doubler très haut. Doubler aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas, Ouais. Mais tu tu fais restes attention. attentif, en tout cas. Ouais, tu fais attention quand même parce que il peut dégainer, puis même en général à côté de Harden, Kyrie et tout, ça va lui créer des espaces, il a un bon shoot, ça va. Puis c'est un bon passeur. Hein. Non, non, mais c'est un. Je suis pas convaincu du fit pour autant, hein. Je pense que leur meilleur 5 ça reste Sexton. avec Harris ou Jeff Green, Green. Durant et Claxton. Ouais, je pense que ça reste leur meilleur 5 en tout cas. Mais à la limite, ce qui me dérange plutôt, c'est peut-être le pouvoir des agents potentiellement dans ces histoires à chaque fois, la pression qu'ils peuvent faire aux franchises. Mais c'est entre guillemets, ça fait partie du business. C'est compliqué, je sais pas. Je- gros débat pour Ça- pas grand chose, je pense en tout cas, mais bon. Oui, après, comme on disait, ça reste des 8, 9, 10e hommes. C'est plus la. Comment dire? Ce que ça représente qui dérange. Et c'est. Tu vois, là, je voudrais un point d'un truc qu'a dit Doc quand il dit le but c'est la compétitivité. Ok, alors dans ces cas-là, pourquoi il y a un salary cap? Faisons comme dans le foot, laissons les plus riches mettre le plus d'argent. Ouais, En NBA, dans les sports américains en général, il y a quand même une notion d'équité. Oui, mais enfin, le salary cap, justement, si on te dit ça, c'est la limite. Et ensuite, t'as une pléthore de règles. C'est, tiens, voilà, t'as telle règle pour dépasser, la mid-level exception, t'as les bird rights pour re-signer tes gars au-dessus du cap. Enfin, c'est vraiment, il y a 25 trucs pour dépasser le cap. Ouais, au basket, là, il me semble pas qu'en football américain ou en baseball, t'aies autant d'exceptions. il y a Au pas de, football il y a pas de par salary exemple, tu cap au garantis baseball. pas les contrats. Donc, rester en dessous du cap, entre guillemets, c'est un Klay Thompson. Aujourd'hui, il serait au chômage. Est-ce que tu veux ça en NBA? Bah, en même temps, Klay Thompson, de toute manière, au chômage aux Warriors, ça change pas grand-chose. Ah si, ça change l'argent qu'il reçoit. C'est Klay Thompson en NFL, là aujourd'hui, il aurait 0 l'an prochain. Ah, là, il est cut hein, en NFL. Il aurait $0 l'an prochain. La NFL est Et beaucoup plus éventuellement, c'est stricte. quand il revient de blessure, c'est on va lui faire, bah tiens, viens faire 2-3 tests et gagne tes minutes comme un rookie. Moi, je veux pas ce système, personnellement. La NBA, c'est la ligue la plus large et la plus permissive hein, au niveau de son système financier. Enfin, si on met le baseball à côté, il n'y a pas de salary cap, mais là, par contre, le football américain qui a un salary cap, c'est beaucoup, beaucoup plus restrictif. Après, les contrats sont différents. Hein, en Ouais. NBA, grosso merdo, tous les contrats sont garantis, en fait, alors que
tu regardes au football, il n'y a rien qui est garanti. Genre, tu sais, on a beaucoup dit, waouh, Patrick Mahomes, il a signé un contrat à un demi-milliard de dollars. Le mec, il verra pas la moitié de ce demi-milliard de dollars. Hein. Faut pas rêver non plus. Il est Et quand même garanti à moitié, je crois. je crois qu'il est garanti à peu près à moitié. Et c'est déjà la plus grosse garantie de l'histoire ou un truc comme ça. Donc, c'est juste pour placer le niveau. Les trois sports sont vraiment super différents sur ce point-là. Et c'est vrai que la NBA est très permissive hein, sur les exceptions et tout. De toute façon, ça se voit. Hein, il y a un salary cap et tout le monde le dépasse le salary cap cette année. pas les Non, Knicks. pas les Knicks, Ouais, c'est pas le Thunder. Voilà, il y a deux équipes Knicks, sur. Thunder, Voilà, il y a deux équipes qui Voilà. dépassent pas le salary cap quoi. À quoi il sert t'as envie de te dire des fois. Hein. Ouais, et Non, puis mais même ça- si à ce compte-là, si tu te dis c'est une ligue où tu es obligé de dépenser, c'est les Sixers dans leur forte époque de tanking n'atteignaient pas, je crois, tu dois être à 80 ou 90%. Ils n'atteignaient pas ce seuil. Oui, Donc du coup, Ouais, en fin alors d'année, ça- si tu compenses en donnant des primes aux joueurs. Ça, je trouve que c'est une connerie d'obliger à avoir 90% du cap qui est pris. Alors, Moi, ça je trouve empêchait pas, le parce que tanking, du coup, surtout. c'est en reconstruction. T'aurais une team, bah tiens, typiquement le Thunder, dans 3 ans, 15 cas en contrat rookie. Les gars inactifs sur le marché de la free agency, des choses comme ça. mais je pense que c'est pour éviter aussi les propriétaires très radins et tout et que ça tue la compétitivité de la ligue. Parce que tu vois, je vais prendre l'exemple du baseball encore une fois, avec ce qui s'est passé avec le Covid et tout. Il y a beaucoup de. Il y a pas ce système de minimum de. Comme il n'y a pas de salary cap, il n'y a pas un minimum à atteindre. Et le phénomène qui se passe en baseball, c'est que là, il y a des joueurs qui ont des salaires qui sont supérieurs à certaines équipes entières, tellement les propriétaires sont des gros radins. Et en fait, ça tue la compétitivité de la ligue. Et je pense que c'est pour ça que la NBA, je ne sais pas quand est-ce que ça a décidé, impose ce système de minimum de pourcent de salary cap à remplir. Parce que ça force la compétitivité, sortir du pognon, acheter des joueurs qui perfent sur le terrain. Je peux comprendre l'argument que ça peut être un peu con, mais je pense que c'est plus bénéfique pour la ligue au global à la fin, quoi. Je vais dans ces cas-là, je vais préciser. J'entends ce que tu dis et je suis d'accord, mais c'est pourquoi forcément 90%? Est-ce que 70% ça suffirait pas, tout en te laissant de la marge pour faire des coups un peu comme tu veux? Alors c'est vrai que comme c'est en fin de saison, tu peux encore bricoler, mais je sais pas, j'ai un problème avec cette règle. Après, C'est- le seuil, je J'en comprends sais pas. l'intérêt, mais Ouais, après, le seuil, je sais pas. Peut-être que oui, 90% c'est peut-être beaucoup. C'est quoi 90%? Ça fait, tu dois atteindre 90 millions et quelques en fait, du coup, c'est 95 millions, un Oui, truc comme mais ça. de toute façon, en soi, t'es pas sanctionné hein, si tu l'atteins pas. C'est juste que l'argent que tu n'as pas dépensé, on prend par exemple, Tu le c'est reverses. sur un cap à 100 millions, on te dit tu as 50 millions de dépensés sur tes joueurs, il fallait atteindre 90 millions, bah les 40, tu les divises entre tes joueurs. Oui, Ça leur fait ouais. une prime. Donc en Ok. soi, c'est pas restrictif, mais au moins tu sais que tu peux aller mettre, dans le cas des Sixers, tu peux aller mettre des sous sur un Redick. C'est lui mettre 23 millions l'année. C'est au-dessus de ce qu'il vaut, mais de toute façon, c'est toi, t'as que des gars qui te coûtent rien, et ça te permet d'atteindre ça. Et tu t'assures de faire venir le gars plutôt qu'il aille prendre un minimum vet, je sais pas, aux Lakers, donc il était au fond du trou à l'époque, mais l'équipe compétitive de l'époque. J'entends. Après, voilà, même si je comprends la notion de payer un joueur un peu plus cher pour le faire venir dans ton marché qui est moins attractif, tu vois, Redick à 23 millions, moi ça me dérangeait. Pour moi, Redick, quand il est aux Sixers, il aurait dû avoir le contrat qu'il a cette année avec les Pels. Ouais. Après, moi je suis une pince, hein, donc je juge tout par rapport à ça. Ouais, parce que personne n'est forcé dans l'histoire. Hein. C'est lui, même lui, je pense pas qu'il attendait ça. Si on lui propose ça, c'est à mon avis, il devait chercher 23 sur 3 ans. On lui propose sur un an, bah ouais, ok, banco. Oui, non, mais il aurait tort de dire non. Mais ça amène à ce que tous les joueurs demandent, dès qu'ils mettent 10 points, 5 rebonds, ce qu'ils demandent 20 millions, alors que pour moi, ils les méritent pas. Je dis, il y a un salaire max, ça devrait être limité vraiment à des joueurs, à des franchise players qui apportent vraiment quelque chose. Middleton, Harris. C'est trop compliqué. Si tu Pour moi, regardes ils ne méritent pas un max. Siakam, quand il prend son contrat, tout le monde est là. Ouais, c'est surpayé. Il fait son début de saison, tout le monde est là. Putain, franchement, la bonne affaire. Et là, cette saison, tout le monde peut à nouveau te redire c'est surpayé. Tu peux jamais juger le contrat en fait au final. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais justement, c'est dans ces cas-là, peut-être qu'il méritait pas 29 millions, mais 25 ou 20. Ah, mais Alors que le méritait. LeBron, quand on lui met 40 millions, personne ne va te dire mettre 40 millions pour LeBron, c'est une connerie. Après, c'est LeBron. Ah ben, LeBron, il se fait les croisés de main, tu vas être là. Bah tiens, Kobe, justement,
C'est quand il avait son contrat à 25 millions qu'il se pète. Ouais, Mais pourquoi les Lakers au qui mo- l'ont au donné moment- autant, voilà, ils se retrouvent avec un boulet. Oui, mais que ton contrat puisse devenir boulet, mais par contre, pour moi, c'était évident que Kobe devait avoir le max ou je sais pas, un Durant aujourd'hui. Un Durant, c'est normal. Ouais, Ah, Durant, Allez. ça aurait pu partir en couille, hein, Durant, avec sa c'est blessure. ça. Ah, mais c'est le risque. C'est... Mais voilà. Je dis, pour moi, je donne un exemple. Tu prends Porzingis, c'est un lieutenant. T'es un lieutenant, d'où tu touches 30 millions. Oh, puis un lieutenant encore. Un lieutenant moyen, je sais pas ce que tu vises avec Porzingis en lieutenant. Ah, moi, voir Porzingis mieux payé que Booker, ça me tue. Hein. Mais après, ça reste des questions de potentiel. Tu donnes pas le contrat par rapport à ce qu'il vaut à l'instant T, tu donnes le contrat par rapport à ce que tu penses la qu'il va concurrence. valoir et à ce que tu penses aussi qu'il va pouvoir prendre. Parce que si tu lui donnes pas, bah, est-ce que vaut mieux avoir Porzingis au max que pas de Porzingis du tout? Et c'est ça la question qui revient finalement, c'est pas qu'est-ce qu'il vaut. Ah, j'entends. Je dis juste que comme tu peux, c'est un peu free for all au niveau du cap. Tu te retrouves beaucoup plus ces dernières années avec des joueurs moyens, il y a pas d'autre terme, qui ont des salaires de franchise player. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'en fait, bon, déjà, t'as des joueurs qui ont des demandes naturellement élevées parce qu'ils sont pas lucides. Mais c'est toujours le principe par exemple, des équipes comme Charlotte qui vont te mettre un max sur un Gordon Hayward cet été, tu vois. Sans dire qu'ils méritent pas, c'est juste que forcément, je suis désolé de revenir à cette notion, mais les petites équipes comme ça, c'est entre guillemets les petits marchés, c'est les plus à même de sortir des contrats à des joueurs qui ne les valent pas parce qu'ils savent que c'est leur seul moyen de les attirer, parce que c'est un peu le seul argument. T'as des équipes, leur seul argument c'est l'argent. Genre, franchement, Milwaukee, je suis désolé, mais Milwaukee, le Wisconsin, enfin, t'as pas envie d'habiter là-bas, hein, concrètement. Ton seul intérêt, sauf, allez, en partie du principe qu'il n'y a pas Yanis, c'est genre une petite équipe normale, leur franchise player c'est Middleton. En fait, le seul intérêt pour un mec d'aller là-bas, franchement, bah, c'est que le pognon. Donc du coup, tu te retrouves avec ces joueurs surpayés, et ça fait un peu un événement en chaîne, et donc du coup, les joueurs de... Du coup, le voisin, il dit, bah putain, lui, il a touché 30 millions, il a mon niveau, bah moi, je veux 30 millions aussi. Puis t'as une équipe qui va les mettre. Et tu vois ce que je veux dire? Ça fait un peu un cercle vicieux à la fin, ce qui fait que t'as ces contrats Ouais, du coup, de joueurs moyens qui sont très très élevés. Mais tu peux pas l'empêcher, en fait. C'est Bah le si, système en qui fait mettant comme ça. une limite fixe, enfin une limite, une vraie limite que tu puisses pas dépasser n'importe comment comme là. Après, j'ai rien contre le principe de surpayer un joueur pour l'avoir, mais si tu es vraiment limité, tu vas un petit peu plus hésiter, tu vas faire des vrais choix, des vrais. Je reprends ton exemple de Hayward avec Charlotte. Charlotte met quasi un max sur Hayward, mais enfin un gros contrat sur Hayward, mais c'est pour en faire au moment où ils font l'offre, pour en faire leur franchise player. Donc ça c'est cohérent. Alors que là maintenant, tu vas avoir une troisième option qui a un contrat max. C'est pas normal. Déjà, Oui, Hayward, qui a 30 player. millions, c'est pareil, ça me bute quoi. Bah, Hayward, franchise player, il leur met sa franchise. L'avantage du terrain à l'Est. Ouais, mais C'est pas un Franchise franchise player, c'est co-franchise discutable. player éventuellement, mais c'est pas la superstar de son équipe. Et d'ailleurs, je rappelle sur Hayward, Charlotte l'avait déjà max en sortie de contrat rookie. Hein. Ouais. Utah avait matché l'offre. Enfin, ils avaient pas max, mais ils avaient fait une grosse offre dessus. Son premier contrat, c'est grâce à eux qu'il l'a. C'est situationnel tout ça, parce que tu vois, tu dis là, Hayward, ça fait sens, etc. Mais imagine, il est tradé dans une grosse équipe. Bah, c'est une troisième, presque quatrième roue quelque part, payé quasiment un max, tu vois. Et là, ta perception comme à du Boston. contrat, elle est plus pareille. Bah, mais typiquement, ouais, à Boston, voilà, tu le renvoies à Boston, le mec, bah, tu vas dire, ouais, il est surpayé. Ouais, mais justement, si pour reprendre l'exemple de, je crois que c'est Pop qui disait de ne pas dépasser les primes, par exemple, ben Boston est à 129 millions à l'instant T, je crois. Ah ouais, non, est-ce qu'on a vraiment besoin d'Hayward avec son gros contrat bien fait? Ah, bah, peut-être pas. Je sais pas. Il y a beaucoup de talent dans la ligue aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué. Je sais pas si je pense qu'on a jamais autant de talent dans la ligue qu'aujourd'hui. En fait, ça tire les contrats vers le haut aussi, hein, au final, hein, ce genre de truc. Le fait que la ligue soit de plus en plus compétitive, ça tire les contrats vers le haut. Bon, en tout cas, on a pas mal dérivé sans surprise du buyout. On est passé au salary cap et aux joueurs surpayés. Enfin, c'était un peu le chemin. C'était sûr. C'était un peu le chemin naturel auquel on se doutait un peu, mais bon, c'est bien, ça fait parler un peu du cap et tout. C'est pas plus mal.
On va passer au petit quickfire. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Parce que j'ai noté trois petits points pour ce qui s'est passé récemment en NBA. Denver qui est sur 3 victoires en 3 matchs avec Aaron Gordon contre 3 belles équipes quand même, hein, Atlanta, les Clippers et les Sixers, avec plus ou moins des absents à chaque fois, hein, je te vois Doc. Mais une grosse défense à chaque fois. Une grosse défense. Ils ont été infâmes sur le premier quart-temps, les Sixers, j'allais rien dire sur ce match. Mais avec une grosse défense et c'était le gros problème de Denver cette année. Alors est-ce que on en avait parlé dans notre live pour ceux qui étaient là sur Twitch je pense qu'on était tous unanimes, il me semble que c'était une très bonne recrue, enfin je crois, je me souviens plus. Ouais, c'est ce qu'on disait. De mémoire, on disait que c'était une très bonne, enfin, que c'était au moins une bonne signature. On se posait juste la question, c'est pour ça qu'on disait juste bonne, par rapport à la défense extérieure. Ouais, pareil, moi, Oui, je avec la dis perte aussi. de Harris, ouais, c'est ça, effectivement. Ça, ouais. Parce que moi, je me souviens que j'avais dit que c'était pour moi la meilleure sign, enfin le meilleur trade de la trade deadline, je me souviens. Donc voilà, une grosse défense. En fait, est-ce qu'ils ont retrouvé? Je pense qu'ils ont retrouvé leur Jeremy Grant un peu en fait, C'est ça. leur dimension athlétique. Gordon qui peut défendre quasiment de 1 à 5 en fait. Voilà, est-ce que ça va continuer ou pas? C'est à voir, il y a des chances que oui, mais c'est après, comment dire, ça reste situationnel aussi. Regarde, on parlait des Bulls, on disait que c'était un super move, on a fait que perdre depuis. Bon, après, il y a Lavine qui joue avec une cheville en moins. Voilà. C'est- Ça Non, va mais faire des voilà. retards aussi. Faut que ça se fasse, mais oui, forcément, au moins dans la raquette, ils seront meilleurs. La raquette, une complémentarité de profil qui est hyper intéressante. C'est voilà, maintenant arriver en PO, est-ce que le fait d'avoir perdu un bon défenseur extérieur ne finira pas par le gêner? Ça, on peut pas dire. Pour l'instant, en tout cas. On verra, on va essayer de pas surréagir, mais bonne performance Après, pour ça reste Denver. un gros de l'Ouest. Hein. Ouais, ça reste un C'est gros de derrière l'Ouest. Hein. vraiment les Lakers Clippers, il n'y a pas beaucoup de franchises ensuite qui viennent dans. Bah, c'est dans le range de Utah, peut-être Phoenix, des trucs comme ça. Pour moi, c'est dans ce range-là Ouais, aussi. moi, je Ouais. vois Phoenix au-dessus quand même. Phoenix au-dessus? Ouais. Ouais, faut que la cuisse de Chris Paul tienne, des trucs comme ça, quoi, ensuite. Ah bah ça. Bah, normalement, si la cuisse de Chris Paul tient, c'est champion NBA. C'est un théorème depuis 2018. Ensuite, bon, j'ai noté quand même la ligne digne de jeu vidéo de Westbrook quand même contre Indiana. Hein, 35 points, 14 rebonds et 21 passes décisives. Je suis pas un grand fan du joueur. Hein, je pense que c'est. Je sais même pas s'il y a un grand fan ici parmi nous, mais bon, c'est une surprise pour personne. Moi, mais j'aime bon. beaucoup Westbrook. Ouais, mais une ligne de stats quand même vachement impressionnante, hein, il faut le dire. Avec le fait amusant que le mec est déjà le leader de triple-double des Wizards en 30 matchs joués là. Ah, j'avais pas vu Ça passer ça. reste un bon joueur. Ah ouais, tu l'avais passé ça? Oui, ça reste un très bon joueur en tous les cas. Mais oui, Westbrook est devenu le joueur des Wizards avec le plus de triple-double. Voilà. Putain. Eh ouais. Le mec il allait vite. Hein. Ouais, moi, je pense que Westbrook, quand même, il élève beaucoup le niveau plancher de ton équipe. Quoi qu'il en soit. Même si, par contre, le niveau plafond est toujours limité parce que c'est un profil qui est difficile à entourer. Mais tu seras toujours une équipe correcte. Alors que là, le supporting cast, en défense notamment, c'est très pauvre. Hein. C'est pauvre de toute façon, Washington, hein, franchement. Ouais. Après, il a une énergie dingue. Je sais plus quel joueur du Thunder qu'en parlait à une époque. C'est quand t'as un leader qui se dépouille à ce point sur le terrain. À toi, en tant que role player, tu peux pas te permettre de jouer en dilettante. Donc forcément, c'est ce qui fait que ça t'assure du 35 wins minimum à l'année. C'est ça. Ouais. Ah bah, c'est clair que un mec comme lui, ça donne envie de partir à la gare avec. Et petit dernier fait NBA de cette nuit avec Yanis qui a littéralement atomisé Portland cette nuit avec 47 points, 18 sur 21 au tir. Premier joueur depuis Will Chamberlain a compilé 45 points, 10 rebonds et 85% au shoot. Et les Bucks qui jouent bien en ce moment avec Jrue Holiday qui est revenu très en forme depuis à peu près une semaine et demie, 2 semaines. Voilà, une performance XXL de Yanis, peut-être qui se replace dans la course au MVP comme on avait parlé l'autre jour. Je crois que c'est ce qu'on attendait d'eux depuis le début de saison, hein, de toute manière, de ce genre de performance pour rappeler qui c'est Raoul. Quoi. Après, le problème, c'est que cette saison, ils ont beaucoup été par série. Oui, très irrégulier. D'un coup, ça gagne 10 matchs, puis ça perd les 10 suivants. Bon, j'exagère un peu, mais
Donc, à voir sur le long terme, s'ils ont, maintenant que tout le monde est à peu près fit, ils ont vraiment trouvé le truc qui vont vraiment devenir très très menaçants à l'Est. Parce que alors évidemment, ce sera pas tous les soirs comme cette nuit, mais s'ils ont trouvé un truc qui leur permet d'être à ne serait-ce que 90% de ce qu'ils ont fait hier en niveau plafond, enfin en niveau moyen, là ils vont faire très très peur à tout le monde à l'Est. Ouais, Ouais, je suis pour moi, plutôt d'accord. c'est top 3 à l'ouest et puis à l'est, pardon. Et puis on verra en playoff. Hein. Après, il y a bien sûr une équipe qui peut surperformer et sweeper tout le monde, mais Brooklyn, Philly, Milwaukee, des limites la saison régulière m'intéresse pas pour ces 3 équipes. Ouais, Ouais, pour moi, c'est le deuxième candidat au titre de champion de l'Est, derrière les Nets. ouais, je pense que c'est enfin, c'est plus ou moins la finale de conférence attendue, hein, les Nets contre soit les Bucks, soit les Sixers ou inversement. C'est les 3 équipes qui vont se partager la finale de conférence, hein, sauf grosse surprise. Ouais, et puis les Bucks, Faut ça pas a de quoi oublier les jouer- sous-côtés ça a de quoi jouer les Miami Nets, hein. quand même. Hein. Ah, le sous-côté Miami, ouais, effectivement, avec le génial Jimmy Butler et le splendide Trevor Ariza. Moi, je pense que le Heat, ça sort des Sixers au second tour, mais nous verrons. On verra. Moi, je pense que les Pacers, ça met 4-0 8. Au premier tour, pardon. Ouais, oui, c'est sûr. Bon, dernière étape, le quiz NBA. Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Alors, j'ai pas fait un quiz de buyout, hein, parce que vous en doutez bien, c'est un petit peu compliqué déjà pour trouver les informations et en plus pour s'en souvenir. Ah, j'avais révisé pourtant. Ah, c'est dommage. Est-ce que tu avais noté que Bruce Bowen avait été pris en buyout par les Celtics en 2000, je crois que c'était avant d'aller aux Spurs? Moi, j'avais rien révisé Comme ça. du tout. Ah, moi, j'étais tombé sur ça en faisant mes recherches. Bruce Bowen avait été wave, et c'était un des rares joueurs qui a été wave et qui a été pris pendant le waiver. Et en fait, il y avait 2 équipes qui s'étaient positionnées dessus. C'était le Heat et les Knicks. Et en fait, c'est l'équipe la plus mauvaise qu'il récupère, et c'était le Heat qui était le plus mauvais à ce moment-là qui avait récupéré Bruce Bowen. Voilà. Qui était mauvais, mais sous-côté quand même. Hein. Petite anecdote. Après, il a fait sa carrière aux Spurs juste après, donc il a fait sa carrière, Bruce Bowen. Ah, maillot retiré. Hein. Ouais. Pff, Une petite pensée pour Steve Nash. une petite pensée pour les chevilles de tous les joueurs qu'il a cassés, surtout. Oui, c'est ça. Le père spirituel de Klay Thompson, balancer Le ses meilleur jambes joueur, pour le shooter. meilleur taekwondo de l'histoire en NBA. Alors j'imagine que vous connaissez, enfin peut-être que quelqu'un ne connaît pas ici, mais le Who He Play For de la NBA TNT avec Charles Barkley. Est-ce que vous avez déjà vu? Mhm. Non, mais j'imagine ce que ça doit être. Voilà, parce que Charles Barkley est visible. Les vidéos sont très amusantes, hein, parce que Barkley a une très mauvaise mémoire de où les joueurs jouent. Et donc je crois que c'est tous les ans, hein, au début de la saison, c'est Ernie qui lui présente quelques joueurs avec leur tête et où jouent ces joueurs NBA. Il fait des scores pitoyables à chaque fois. Et est-ce que vous allez faire mieux? Je serais comme lui, je suis sûr. Donc comme la dernière fois, c'est du free for all, hein, je donne un joueur et vous devez me dire où il joue. Une proposition chacun. Quand tout le monde donne une proposition, vous pouvez donner votre deuxième, voilà, comme la dernière fois. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez. Ouais. Allez, j'ai 6 joueurs en stock et une petite question pour départager, bien évidemment. Premier joueur, où joue Langston Galloway en 2021? Oh putain. Suns. Oui, bravo Pop. Suns. J'étais là, Pistons, mais c'est sûr, il y est plus. Et non, il y était plus, mais il est aux Suns. Ça c'est le fan de Chris Paul, ça, il regarde tous les matchs des Suns. Ouais, donc, Ouais, ben, je regarde pas les Rockets, donc faut bien que je trouve des équipes à regarder. un point pour Pop. Deuxième joueur, où joue Jakar Sampson? Pacers. Ah oui. Ah mais il est chaud, Je savais Pop, même là. pas qu'il était encore en NBA. Il est passé aux Sixers, je crois, pendant le temps qu'il Oui, il est est, passé aux Sixers, il est passé aux Bulls même. Oh là là. Non, moi je m'en souviens de posts de Classics qui disaient qu'il méritait des minutes. Ah ouais, bah voilà, ça sert de lire le forum et de lire le topic des Pacers, voilà. Merci. Sous-côté merci, aussi. Hein. Classics. Ouais, sous-côté Sampson. Déjà 2-0, mais très rapide, hein, putain, alors là, j'y attendais pas. Troisième joueur, hein, où joue Harry Giles? Oh putain. Portland. Putain, Portland. Ah ouais, bien joué. Réa Portland. Bien joué.
joueur des Blazers avec 3 genoux en moins déjà, mais bon. Mm. On continue de faire Ouais, son il les avait pas avant d'arriver 45 en ans, NBA déjà. Ah oui, il les avait perdus avant de la NBA justement, c'est ça le pire. C'est dommage parce qu'il aurait pu vraiment devenir un bon joueur en plus. Toujours numéro 1 quand il était au lycée, et puis ensuite, il a C'est jamais ça. rien fait aux Kings. Hein. Bah, il a perdu tout. Il avait déjà Je perdu. sais même Il a perdu un genou au lycée déjà. Il en a reperdu un peu plus tard. Ouais, il y a aux Kings et Oui. maintenant Blazers. Généralement, quand on passe la trentaine au lycée, Ah bah là, ces genoux, c'est sûr, ils ont passé la trentaine en tout cas hein, maintenant. Quatrième joueur, où joue Stanley Johnson, ancien loterie pick. Raptors. Oui, Raptors, mais quelle Ah, mais- domination! Et comment c'est possible, sérieux? Quelle domination! Non, mais t'as les questions avant, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Surtout là, pour le coup, là, j'étais même putain, mais je vois à peine quel joueur c'est. J'arrive même pas à te dire où il a été drafté, des trucs comme ça. Oh, là. les Pistons, Stanley Johnson quand même. Il est drafté encore en 7 ou en 8. Enfin, la draft Un des joueur Pistons, préféré du DS. il dit toujours qu'il draft très bien. La preuve, il fait quoi là, cette année? Et après, le draft en troisième 7 ou en 8, rotation à ça la- veut rien dire. Hein. Oui, mais bon, je veux dire, je t'ai pas sorti. Rappelle-toi Denis Junior ou Frank Ntilikina. Non, mais hein. bien sûr, mais je te sors pas un joueur qui sort de la G-League ou quoi. Je te sortis un mec qu'on a un peu prévu, plus ou moins hypé à un moment. Bon, voilà quoi, c'était pas le. Enfin, moi, Ouais. Stanley Johnson, tu vois, Hein. ça te parle un minimum quoi. Ouais, Il il a a Little, beaucoup quoi. de hype, ouais. Déjà 3 points pour Pop hein, quand même, hein, sur 6 Ah, bah, joueurs, ça sent le roussi. Hein. Ça sent le Je roussi. vise la bulle là, c'est bon, c'est Ah réglé. ouais. Cinquième joueur, un fan favorite de Sylvie, où joue Ersan Ilyasova. Ah putain. Bucks. Mais il est encore là. Non, il est pas. Ah non, au jazz, Oh, pardon. Ah putain. Ah, il n'y a pas de jazz. Ouais, il est au jazz, mais je le donne à Réa du coup parce que Pop a parlé Ouais, de ouais, ça, ouais, malheureusement. pardon. ouais. Mais effectivement, il est au jazz maintenant, Ersan Ilyasova. Je l'ai découvert, moi aussi, je me souvenais même plus qu'il avait été, qu'il était là-bas. Mais il a signé Comment il est arrivé en trade ou signature? récemment, il était avant Jean Libre. Ok. Il me semble qu'il était à Jean-Lim. Ouais. Dernier joueur, Réa peut encore égaliser, Doc peut éviter la bulle et Pop peut confirmer sa victoire. Où joue actuellement Matthew Dellavedova. En Australie. Allons à l'hôtel. Non, il joue quand même en NBA. Oh, putain. Voilà. Meneur australien. Pas passé par énormément de franchises non plus. Moi, je peux... Putain, il est où lui? Toujours aux Cavs. Et oui, il est toujours au Cavs tout simplement. Ah, toujours à la cave. Toujours au Oh Cavs. putain, mais oui, en plus, j'ai vu passer une déclat qui disait qu'avec Love, il voulait aider jusqu'à la fin de saison. Exactement. Putain, mais non. Le Doc qui a la Ouais. bulle. Et oui, il est toujours au Cavs. Hein. Il était au Cavs, il était aux Bucks et il est revenu aux Cavs l'an passé déjà. Hein. Il a joué l'an passé. Cette année, il est blessé, donc il a juste joué un match, je crois, ou deux. Bah, peut-être. je viens de me rappeler en refaisant les effectifs sur Touquet, je l'ai vu. Eh bah oui, voilà. Bah, Dellavedova est toujours, toujours au Cavs. Pour moi, il Ah, était il- même plus en NBA, tu vois. Ah non, non, et j'ai pris que des joueurs NBA, hein, j'ai pas été méchant. Sinon, je t'aurais demandé où est Bruno Caboclo et il fallait se souvenir qu'il avait signé en France, tu vois. Au CSP Limoges, monsieur. Exactement. Le génial Bruno. Bon, bah, victoire écrasante de Pop avec 4 points. Hein, je pense que là, il y a pas de débat. Le doc, va falloir regarder un peu plus la NBA. Par contre, là, les bancs, faut mieux la regarder hein, parce que. Ah, bon, écoute, Zéro pointé. fallait me demander Dean Wade, ça je sais par exemple. Mais j'ai soigneusement évité les Bulls et les Sixers et les Rockets. Ah, mais en les plus, hein. adversaires, Et les Nets. adversaires des Et les Sixers Nets. récents là où des gars qu'on shine un peu, ça oui, mais pour le reste. Ah oui, je sais pas, je demande pas des gars qui chantent. En général, c'est plus marrant quand c'est des vétérans que t'as un peu perdu de vue, tu vois. Non, puisque là, ouais, putain, le Dellavedova. Ah ouais, le Dellavedova, gars, ouais. Ah non, personne n'en parle. C'est autant Ersan, j'ai vu un post passer il y a pas longtemps. Ah tiens, il est là, lui. Mais Dellavedova, ça doit faire 2 ans que j'ai pas vu un post. Ah bah, c'est compliqué d'en trouver en même temps, je peux comprendre. Bon, je vous lâche le petit bonus quand même. Est-ce que vous savez me dire de combien les Raptors ont battu les Warriors cette nuit? 50. 53. De 70 points, je crois. 53, c'est ça. Je crois que c'est Pop qui a dit 53 si je me trompe pas. Non, c'était moi. Ah, tu l'as dit Les aussi, deux, Doc? ouais. Bah, vous l'avez dit tous Ah, les deux. bon, on a dit tous les deux, alors. J'ai cru entendre 50 de ta part, Doc, mais Non. je crois en ta parole, 53 points. Bon, bah voilà. Oh, de toute façon, il y aura le replay. Hein.
Il y aura replay. Ouais, je crois qu'il a dit avant Demande Master. vidéo. En fait, moi j'ai cru entendre 50, c'est pour ça. Il a parlé avant, mais j'ai cru entendre 50. Bon, c'était que le petit bonus, comme ça, tu gardes un 0 pointé, t'inquiète pas. Oui, non, mais digne de Charles Barclay. Hein. Ah, ouais, Charles Barkley il joue tout seul, hein, donc c'est encore pire, hein, tu vois. Lui, il a le temps de réfléchir. On se reconnaît. Hein. Charles, il a le temps de réfléchir, alors que toi, il y a Pop qui a été vite quand même. Ah ouais, c'était hardcore. Ouais. Ah, Langston Galloway et Jack Sampson, pas mal quand même. Hein. Vraiment pas mal. Bon, bah voilà, c'était tout pour cette 3ème émission. J'espère que ça a été pour tous. Ouais, ça va. Oui. Tranquille, voilà. Donc, à la base, on avait prévu un 2ème sujet au débat parce qu'on savait pas combien de temps le buyout allait prendre, mais on va se le garder pour dans 15 jours, hein, parce que, spoiler, l'équipe sera toujours nulle dans 15 jours. Et puis le coach sera peut-être viré et puis on aura un sujet plus étendu. Ah, j'y crois moyen, ça quand même, mais Oh, non, oui, je pense pas avant Ouais, la c'est fin pas de encore saison. une équipe sous-cotée. c'est pas un game J'aime bien le coach. Mais... Voilà. Eh bien, bonne semaine à tous et on se retrouve dans 15 jours, je pense, comme à chaque fois, pour le 4ème podcast de l'année. Au revoir, salut tout le monde. Salut. Salut.